Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy de la SketchUp Academy. Aujourd'hui, c'est une formation un peu particulière. C'est la première partie d'un module plus large qui s'appelle TheaRender. Donc, c'est un peu l'initiation. Donc, première partie, ça va être l'environnement. Et donc, cette vidéo est principalement dédiée à Muriel. Donc, Muriel, si tu me regardes, cette vidéo est pour toi. On y va. Bien, donc voilà, donc tout simplement dans un studio, dans un appartement, euh, tout ce qui est le plus classique, modélisé simplement, sans trop de fioritures et quoi que ce soit. Éventuellement deux, trois petits détails, comme par exemple un petit peu de chanfrein sur la table qui est ici, pareil sur le côté du mur, mais sans rentrer dans un très très gros travail de modélisation, juste du simple et du classique. On va pas faire du photoréalisme pur et dur, hyper réaliste, on va surtout voir les bases, les fondamentaux de TheaRender. Alors, pour la petite histoire, TheaRender est anciennement Carchitea, qui a évolué avec le temps et qui a été racheté, qui a repris du poil de la bête et qui est devenu donc TheaRender, et qui est une version entre guillemets payante et professionnelle du logiciel. On peut comparer TheaRender à Vray. C'est le même genre de logiciel avec le même type de fonctionnalité. Alors, et après, il y a plusieurs écoles, il y a des petites guéguerres. Est-ce que TheaRender est mieux que Vray? Est-ce que Vray est mieux que TheaRender? Honnêtement, je trouve qu'ils ont chacun leur petite subtilité. Suivant le niveau que vous arriverez à des choses assez efficaces avec l'un comme avec l'autre. Donc l'avantage de TheaRender, je crois qu'il est à, si je ne dis pas de bêtises, 199 $ par an. C'est donc un système d'abonnement. Là où Vray, lui, est à 250 €, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc on est kiff-kiff à peu près dans les tarifs et se sont tous un peu alignés. Alors TheaRender a l'avantage de pouvoir être en français par rapport à d'autres logiciels qui eux resteront en anglais. Donc c'est une usine à gaz, mais c'est une usine à gaz qui est beaucoup plus facile quand on peut un peu chercher les choses et qu'on retrouve le français dedans. Voilà. Alors une fois qu'on a installé TheaRender donc sur le site de TheaRender, on va se retrouver directement avec un petit icône qui est ici, Thea for SketchUp, avec 4 icônes à l'intérieur. Le premier s'appelle Outil Thea ou Thea Tool, parce que quand vous l'avez pas en français, forcément c'est d'abord en anglais. Alors petite aparté, hein, si vous voulez directement en français, vous pouvez le régler dans le menu extension TheaRender Préférences. Là-dedans vous allez retrouver les réglages qui vous permettront de passer en français. Vous retrouvez également aussi donc tous les 4 outils qu'on retrouve en icône, outil Thea, panneau de paramètres, navigateur, fenêtre de rendu. On va les retrouver ici. Il y a 2-3 autres choses que je vous invite à creuser un petit peu, notamment la licence et les mises à jour. Voilà. Hop, on revient ici. Donc on a TheaTool d'un côté, donc ça va nous ouvrir, quel que soit le bouton qu'on clique pour la première fois, automatiquement il s'initialise dans notre modèle. Donc voilà, TheaTool qui est ici, qui vient de s'ouvrir. Alors il ne s'est pas ouvert tout seul, vous allez voir. Donc Tool Panel, même si j'ai mis en français, ça reste certains termes en anglais, c'est pas très gênant. On a le deuxième qui est le panneau de paramètres qui s'ouvre, il est ici. Donc quand tu ouvres TheaRender la première fois, en général, enfin, en tout cas quand vous l'avez déjà ouvert ou que vous réouvrez dans votre jet, il ouvre le dernier paramètre affiché. Vous avez la bibliothèque ou le navigateur Thea, Thea Browser, qui va vous permettre d'aller voir tout ce qui est comme matériaux. Par exemple, ici j'ai le basic plastique, j'ai diffus, j'ai plein de choses, et puis j'ai aussi des répertoires en ligne pour aller chercher par exemple du tissu. Donc il faut lui laisser le temps de se mouliner, vous allez retrouver énormément de choses dessus. Alors, il y a un petit peu moins de matériaux qu'il ne peut y en avoir sur d'autres logiciels de rendu, mais ça ne vous empêche pas de travailler. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez efficaces. Voilà. Dans le navigateur, il y a aussi donc la possibilité de télécharger, d'installer des bibliothèques. Quand vous avez des fichiers qui éventuellement, vous avez trouvé ça sur Internet, sur Mediatea ou un truc comme ça, vous pouvez les télécharger, les installer ici. Vous pouvez rafraîchir bien sûr la scène et vous avez aussi un autre élément qui est la gestion des modèles SketchUp. Donc ça c'est un truc qu'on verra plus tard, c'est un truc un peu avancé, donc ça n'a pas forcément partie des 4 premières parties ici, mais si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, on pourra revoir ça dans un prochain module complet en plusieurs parties sur la version avancée de TheaRender. Vous avez ensuite le quatrième bouton qui est la fenêtre de rendu. Donc c'est là quand je l'ouvre, en général elle n'est pas toute seule, elle vient avec le control panel qui permet de lancer le calcul, que vous pouvez aussi détacher si vous le souhaitez, et hop, et remettre dedans. Vous pouvez également reprendre toutes les autres fenêtres et venir les coller à l'intérieur pour avoir un véritable. Si vous avez deux écrans, c'est assez pratique d'avoir cette fenêtre sur un écran
et puis d'avoir SketchUp de l'autre côté. D'accord? Donc voilà. Hop. Moi, je ne veux pas forcément le faire en écran parce que justement, je n'ai pas 36 solutions au niveau de mon rendu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça et je vais fermer le panneau de rendu. Alors, vous avez des onglets, on ne les verra pas aujourd'hui, ça fait partie de pareil de la version avancée, mais vous pourriez faire des rendus, vous avez plusieurs scènes à rendre, vous avez tout réglé, vous pouvez lancer l'ensemble des scènes les unes après les autres. Hop, je fais un. Voilà, donc T-Render, je vais le mettre de côté. Et me voilà avec mon T-Render qui est disponible ici avec plusieurs scènes. Alors c'est vrai qu'une fois que c'est ouvert, ça commence à devenir un petit peu compliqué au niveau des palettes. De temps en temps, vous pouvez la fermer et vous pouvez les réouvrir s'il y a besoin juste après. Je ne vous conseille pas de fermer le control panel parce que quand vous le réouvrez, il faut d'abord aller rechercher la fenêtre et donc après refermer la fenêtre. Si vous le perdez complètement, vous pouvez toujours le retrouver dans le menu extension, T-Render, et c'est affiché. Non, il n'y est pas justement. Celui-là, on l'a pas. Donc, ouais, on est obligé de repasser par média, voilà, pour réouvrir le control panel. On pas je pensais qu'on pouvait le réouvrir seul, mais malheureusement pas. Donc, c'est pas extraordinaire comme problématique, hein, on a vu pire. Alors, comment ça fonctionne? Alors, tous les logiciels de rendu, en général, vous allez travailler sur plusieurs étapes à la fois. Toutes les quatre, il y en a plusieurs, mais généralement il y en a 4. C'est efficace. Vous allez travailler indépendamment. Mais vous allez à la fois travailler indépendamment, donc régler une première, une deuxième, troisième, et puis de temps en temps revenir à l'une, revenir à l'autre, ainsi de suite, quand vous commencerez à maîtriser les différentes phases. Alors, il y a pour moi plusieurs phases différentes. Il y a la phase environnementale, qui est de faire en sorte que nous ayons de la lumière du soleil et du ciel, ou voire d'une image qu'on appelle HDRI, qu'on verra tout à l'heure. On a la possibilité donc de gérer, donc ça c'est une phase. On va gérer aussi donc une partie lumière artificielle, donc tout ce qui est par exemple Omnilight dans une pièce, donc c'est-à-dire un point lumineux au centre de la pièce qui va vous permettre de dégager de la lumière si vous n'avez pas suffisamment de lumière qui vient de l'extérieur. Ça c'est environnement et puis artificiel. Ensuite vous aurez toute une phase un peu matériaux. On va gérer les matériaux, donc parce qu'un matériau qui brille va réfléchir plus de lumière qu'un matériau qui est neutre. Donc on verra toute cette partie-là. Et ensuite vous avez un quatrième un peu optionnel qui est la partie gestion des lumières, mais non pas les lumières qu'on met au plein milieu d'une pièce qui gèrent l'environnement, mais des lumières comme les spots, comme les petites lampes, etc. Et cette partie-là, elle va gérer à la fois des lumières artificielles, à la fois des matériaux lumineux. Donc pour résumer, l'environnement naturel, le ciel, le soleil, éventuellement une partie concernant des lumières artificielles pour bonifier l'environnement, d'accord? Une troisième partie, les matériaux, et une quatrième partie, les lumières accessoires en quelque sorte. Ok? C'est souvent comme ça que je travaille et c'est vrai que ça, voilà, c'est ma méthode, mais c'est une méthode qui est un peu rigoureuse, qui est propre et qui permet de jouer un petit peu avec ça. Bien entendu, une fois que vous maîtrisez le logiciel, vous pourrez aller dans tous les sens. Mais voilà, il y a au moins l'environnement à mettre en place dès le départ, quitte à revenir après un peu dessus, mais au moins de base, vous avez ce qu'il faut pour démarrer. Alors pourquoi l'environnement simplement au début? Tout simplement parce que quand vous démarrez votre image, on va tendance à vouloir jouer à l'apprenti sorcier, à augmenter la lumière, le contraste, la caméra, des choses comme ça. Et finalement, en fait, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête au début, il y a surtout besoin de créer un environnement qui soit propice au travail. Donc une fois que vous avez votre environnement, c'est-à-dire en gros vous rentrez dans un appartement pour la première fois, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout, il n'y a que la lumière qui vient de la fenêtre à l'extérieur. Ça, c'est l'environnement. Une fois que vous avez géré ça, ça peut être plus ou moins clair suivant l'exposition de votre bâtiment. On va gérer juste après les fameuses lumières artificielles et éventuellement quelques petits réglages de l'appareil photo. Parce que n'oubliez pas que vous avez un appareil photo qui lui va automatiquement se recadrer un petit peu par rapport à la lumière de la pièce pour rendre ça plus joli. Vous prenez un iPhone ou un Samsung, vous avez justement des réglages assez poussés, automatisés, qui font que les photos sont super jolies en général, sans trop se casser la tête. Vous prenez un Huawei ou une autre marque,
Et là, vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir un super appareil photo avec peut-être un peu plus de réglages à faire, hein, un peu moins automatisé. Et ben dans T-Render, vous avez exactement le même type de réglage que vous allez pouvoir faire. Alors, c'est pas automatisé, il y a quelques réglages éventuellement automatiques, mais c'est surtout manuel. Donc, on verra cette partie-là en deuxième partie. Ok? On y va. Donc, première partie, l'environnement, le réglage des lumières artificielles et de l'appareil photo pour avoir un environnement, une pièce qui soit naturellement, entre guillemets, éclairée, propre. Alors moi, ce que je conseille de faire pour commencer, c'est de ne pas mettre de matériaux, d'objets. Donc j'ai créé normalement une balise qui va permettre de masquer donc la partie agencement et la partie mobilier, électricité, accessoires. D'ailleurs, j'ai une petite ampoule qui n'est pas rangée dans l'accessoire. Hop. Et je me retrouve normalement avec un fichier de tout ce qui est de plus basique. Je vais tout de suite mettre à jour ou ajouter une nouvelle scène à partir de là pour commencer. Non, je vais plutôt la mettre à jour. Trop tard. On va supprimer et on va la remettre à jour. Tant pis. Hop. Je reviens dessus, j'enlève les accessoires, mobilier, électricité, l'agencement. Coffrage éventuellement si vous avez besoin. Moi je conseille de le garder. Ça reste quand même quelque chose que vous avez de base dans votre dessin quand vous arrivez. Et voilà. Là on a un minimum de choses efficaces. Et je mets à jour. Donc voilà, ma scène elle est assez large, hein, donc j'ai les fenêtres qui viennent un peu cacher tout ce bordel, mais c'est pas trop grave. Alors première chose que je vais faire, c'est lancer mon rendu tout simplement en mode presto. Alors je vais quand même vérifier que je ne vous ai pas laissé une ou deux images dans le chemin en passant. Voilà, je vais enlever tout ça parce que comme c'est un fichier qui a déjà servi, il est possible que de temps en temps il rouspète un peu et qu'on ait tout et n'importe quoi. Donc je remets les choses à plat. Prenez des notes pour les plus curieux si vous voulez. Pour les autres, ça va pas tarder. Je vais vous l'expliquer dans 5 minutes. Voilà. Généralement, ce que je suis en train de faire comme réglage, c'est les réglages standards de T-Render. Voilà, c'est ce que vous avez au départ quand on commence. Voilà. Ok, je lance le calcul. Alors pour lancer le calcul, vous avez plusieurs types de moteurs. Donc là, c'est pour lancer le calcul. On ne lance pas tout de suite. Là, cette case, on en parlera plus tard. Ça, c'est pour stopper le rendu en cours de calcul. Ici, c'est pour décider de plusieurs petites choses au niveau de switcher entre un rendu interactif et un rendu de production. Ensuite, vous avez le moteur. Le moteur, il y en a 4 ou 5 de différents. Il y a Adaptative AMC, Unbiaisé TR1, TR2, Adaptative BSD et Presto MC. Très souvent, si vous avez un ordinateur normal, avec une carte graphique qui est correcte, mais pas non plus fifou, vous allez utiliser le Presto pour faire les essais en mode interactif et vous basculerez en mode adaptatif BSD pour le côté final de la photo. À savoir que si vous avez un ordinateur relativement véloce, vous pouvez basculer en Presto complètement et en Presto switcher entre interactif et production. Généralement maintenant c'est ce que je vais faire. Presto, et en fait le bouton qui est ici permettra de dire là je suis en interactif en bleu, là je suis en Presto production. D'accord, ce qui équivaut à faire un peu du BSD, sauf que ça va utiliser la pleine puissance de votre carte graphique dans ce cas-ci. Voilà. Ensuite, vous avez à côté de Presto, vous avez le choix de comment je veux faire le rendu. Soit je le fais dans la fameuse fenêtre TA, celle que j'ai fermée parce que j'ai pas suffisamment de place sur mon écran, soit directement dans SketchUp, ou carrément dans SketchUp, mais avec des petits dégradés différents. Ici avec les arêtes, ici avec un mélange entre les textures de SketchUp et le rendu de T-Render, et finalement une version multipliée où c'est encore un petit peu plus soudé. Donc démonstration, je vais commencer par fenêtre dans SketchUp, je lance mon calcul, ça mouline un petit peu au début, bien sûr, c'est toujours un peu pareil. Voilà, et voilà mon rendu. Donc c'est normal que vous voyez les logos de T-Render partout. Je suis sur une licence, je suis sur une version T-Render d'essai sans licence. Alors, le gros avantage de T-Render, c'est que vous n'avez pas de limite de temps pour la licence. Vous avez juste un icône T-Render qui apparaît partout à la place du calcul. Voilà. Donc ça vous permet de vous entraîner, quels que soient les réglages que vous faites, vous pouvez vous entraîner sans aucun problème. Ça sera plus difficile à vendre à votre client, mais de base, ça mérite d'être pratique. Donc ça c'est simplement donc T-Render qui est en cours. Je vais stopper et je vais basculer dans un autre outil, toc, dans la fenêtre de SketchUp avec bordure. Hop, même rendu, sauf que cette fois-ci, il va y avoir les arêtes en plus. Voilà, vous voyez ici sur l'escalier, on voit clairement les arêtes qui apparaissent. Donc ça peut des fois être sympa.
ça peut permettre de ressortir pas mal de choses et vous faire quelque chose un tout peu plus image de synthèse, mais un peu plus croquis, donc c'est sympa. Ensuite, vous avez en dégradé avec SketchUp. Alors je confonds toujours multiplier et dégrader, donc on va voir ensemble. Dégradé avec SketchUp, on est plus dans SketchUp, vous voyez, c'est les couleurs de SketchUp, mais avec l'ambiance lumière de TR Render. Donc ça permet de bonifier un SketchUp en quelque sorte, c'est pas si mal. Et ensuite, on a le dernier, multiplier avec SketchUp, qui lui va faire normalement un mixte un petit peu des deux, si je dis plus de bêtises. Je dis plus parce que j'en dis beaucoup. Voilà, là on a les arêtes qui sont en noir, donc voilà, c'est pas les arêtes grises, c'est bien les arêtes de SketchUp en noir, avec les effets, et par contre la lumière générale de TR Render. Donc ça demande un peu de réglage et tout, mais vous arrivez des fois à des effets un petit peu sympas d'image de synthèse plutôt cool. Donc ça peut être à essayer. Donc moi je vais stopper, et je vais rester dans quelque chose d'assez neutre, dans la fenêtre de SketchUp, tout simplement. Et je lance mon calcul. Me voilà dans mon TR Render, et donc là, la première chose à devoir régler, ça va être l'environnement. Donc actuellement, mon environnement, bon, il n'est pas très lumineux, donc on peut peut-être arriver à faire quelque chose d'un peu plus concret. Vous voyez, quand je dis pas lumineux, c'est qu'on voit quand même que c'est un peu obscur sur le côté ici, c'est un peu sombre aussi sur le côté gauche. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Après, il n'y a pas de solution magique, il y a plusieurs réglages, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs écoles. Certaines personnes vont juste jouer avec le soleil de SketchUp, jouer un peu avec la caméra pour éclairer la pièce. D'autres personnes vont carrément jouer avec l'environnement et avec des images HDR pour rendre ça plus naturel. Et d'autres encore vont carrément utiliser des lumières artificielles pour donner un maximum de vie à la pièce sans forcément se poser la question de comment je règle mon soleil derrière. Donc nous on va voir un petit peu tous ces cas de figure, à vous de prendre ce qui vous intéresse et à faire votre propre style. Il ne faut pas vous dire que TR Render c'est fait que pour faire de l'image hyper réaliste. Pensez qu'il y a plein de niveaux entre les deux. Et si surtout vous venez de démarrer dans TR Render et que vous dites moi mon travail, mon truc c'est de faire une image hyper réaliste, attention à un petit détail, ça va vous demander une modélisation impeccable. Plus vous allez modéliser proprement, plus vous êtes sûr d'arriver à quelque chose de réaliste. Plus vous êtes grossier dans votre modélisation, et moins vous arriverez à vos fins. Donc vous risqueriez d'être un peu frustré sur TR Render de ne pas pouvoir finir certaines choses simplement parce que vous n'avez pas suffisamment modélisé. On va aller voir donc dans l'environnement. Pour ça, on va aller chercher donc dans tout le panel. On a au départ ici tout ce qui concerne la résolution, les informations de l'image. Donc c'est l'outil caméra. Ensuite, on a l'outil objet, on a l'outil matériaux, on a l'outil lumière et finalement le tout dernier, l'outil environnement. J'ai cliqué dans l'environnement et là, je me retrouve avec plein d'icônes. Alors la première série d'icônes, qui est ici au-dessus, va tout simplement vous permettre de désactiver le ciel, le soleil, le sol, et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, on a l'impression que mon soleil est complètement éteint. Alors, ce que pas, voilà, si un petit peu. Et je vais allumer un peu le soleil. Voilà, mon soleil vient de s'allumer. Il est très faiblard. Le sol, je ne vais pas en avoir besoin. Et finalement, le ciel derrière. Donc pourquoi je n'ai pas beaucoup de soleil? Tout simplement parce que mon soleil n'est pas sans doute orienté par la fenêtre. Donc dans ce cas-ci, j'ai très peu de soleil qui rentre dans la pièce. Il doit rentrer par une autre partie, ce qui fait que je ne vois rien dans cette pièce depuis ici. Pour le moment. Ensuite, on va voir un petit peu comment régler ça. Alors, le soleil réagit avec SketchUp, c'est-à-dire qu'en gros, il va réagir avec les options que vous avez d'ombre dans SketchUp. Attention, si de toute façon il n'est pas orienté dans le bon sens, vous allez avoir difficilement la possibilité de le trouver et de le faire apparaître dans votre dessin. Ah si, j'ai quand même réussi un petit peu à le trouver, voilà, il est là. Vous voyez, si j'éteins maintenant le ciel, on voit quand même le soleil qui rentre dans la pièce. Vous pouvez jouer avec jusqu'à trouver votre petit bonheur. Voilà, pourquoi pas. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est d'éteindre le soleil pour pouvoir voir la lumière apparaître. Ça peut être un réglage que vous faites de base, naturellement, sans trop vous casser la tête. C'est bien, c'est pratique. C'est pas forcément très naturel, c'est pas forcément toujours très joli, c'est vraiment bête et méchant, c'est du soleil dans une direction, basta. Maintenant, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Vous pouvez dire, je ne veux pas contrôler le soleil à partir de SketchUp, mais le contrôler à partir de TR Render. Et à ce moment-là,
dans les réglages qui sont juste en dessous, qui concernent les réglages de soleil, de sol et de ciel, vous allez pouvoir dire que moi, le soleil, je veux le contourner manuellement, et je veux surtout qu'il ne soit pas utilisé avec la position de SketchUp. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir vous-même déplacer, donc grâce à l'angle polaire ou à l'azimut, votre soleil. Alors depuis une dernière version, ils ont un petit peu changé l'azimut. Avant c'était de 0 à 360 degrés autour de votre projet. Maintenant c'est 0, 90, moins 90, 180. Donc il faut savoir où on se place. Pour ne pas se casser la tête, vous avez un truc beaucoup plus pratique qui est ici en haut, qui est d'activer ou désactiver un widget d'aperçu qui vous permet de savoir sur votre projet où se situe votre soleil. Donc attention, si votre projet, si là je suis en train de regarder dans l'autre direction, on a vu que le soleil était ici, donc il est en train d'éclairer devant nous par là, donc notre fenêtre doit être quelque part ici, puisque le soleil arrive de là. Donc il arrive d'en haut ici, il traverse, donc forcément notre fenêtre, notre soleil qui est ici, doit éclairer quelque part notre fenêtre là. Ici, quand j'ai décidé de mettre en mode soleil manuel et que j'ai décidé de décocher la case, je vais pouvoir, ce petit point jaune, aller cliquer ailleurs pour aller le positionner où je veux. Donc là, il est en train de sauvegarder. Attendez 2 minutes, c'est la sauvegarde automatique de SketchUp, c'est pas toujours très drôle. On attend. Voilà. Et là, on peut donc cliquer ailleurs pour le mettre. Si je mets de l'autre côté, donc normalement, on n'a plus de soleil. Donc je vais vérifier, on n'a vraiment plus de soleil du tout, puisque il n'y a que le ciel qui apparaît dans la fenêtre. Et si je reviens, hop, on peut voir qu'on peut quand même le positionner. Si je le pose à midi, on n'aura quasi pas de lumière. Si je le pose au soir, on aura une lumière profonde. Et on voit même voilà, vous voyez le soleil. Ok. On ne peut pas le louper là. Hein. C'est le soleil qui va vous permettre de gérer la lumière autour de tout ça. Ah, bien sûr, on peut décider de voir le soleil ou pas, mais ça, on va le voir un peu plus tard. C'est des petits réglages un petit peu plus subtils. Vous pouvez choisir sa puissance. Vous dites que 2 c'est pas suffisant, je veux 5. Ou 4, parce qu'il n'y avait pas de 5. Voilà, vous voyez que d'un coup, on peut éclairer beaucoup plus. Méfiez-vous aussi de la brûlure. Essayez d'éviter de brûler les zones. Si vous brûlez un petit peu trop, on risque d'avoir des problèmes après pour le rendu. D'accord? Donc, faites super attention à ça. Puis, c'est pas toujours évident de mettre un soleil qui se couchant et de mettre de la lumière très forte sur le truc. Si vous avez une lampe ici, je sais qu'on a une petite lampe, on risque de la brûler, donc c'est des choix qu'il va falloir faire. Ok? Voilà, et si après vous rajoutez le ciel, vous avez une pièce qui est relativement lumineuse, qui n'est pas trop brûlée, qui passe à peu près bien. Si maintenant vous n'avez pas envie de forcément utiliser le soleil parce que vous estimez qu'il n'y a pas forcément des gros rayons de soleil dans la pièce et que vous voulez juste une ambiance lumineuse qui va bien, il y a ce qu'on appelle des images HDRI ou IBL. C'est deux termes différents pour dire à peu près la même chose, c'est-à-dire des images 360 degrés, donc des espèces de sphères, avec souvent un panoramique d'un ciel avec un champ ou avec une zone béton qu'on va mettre dans notre scène et qui va, grâce à un savant petit travail sur Photoshop ou sur d'autres logiciels de retouche, permettre d'extraire en quelque sorte les points les plus lumineux des points les plus sombres. D'accord ? Que ce soit du gazon très lumineux à du gazon très sombre. Donc en gros, vous allez pouvoir retirer en quelque sorte une ambiance lumineuse avec des couleurs, des ambiances par rapport à la scène que vous mettez derrière. Donc si c'est une image du Grand Canyon, vous aurez une ambiance orangée. Si c'est de la montagne, vous aurez une ambiance plutôt froide et bleue. Si c'est en pleine campagne, vous aurez du orange et un peu de vert. Voilà, vous aurez des mélanges de couleurs. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut régler grâce à ce qu'on appelle des images HDRI. Alors le meilleur moyen de trouver des images HDRI, c'est encore d'aller sur Internet. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons aller ici sur le site, hop, qui est ici. On va aller sur HDRI Even ou Even. Je ne sais jamais. HAVEN, je crois. Voilà. Ici, donc j'ai HDRI Even, c'est un site où il y a pas mal d'images HDRI et l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont gratuites. Alors, vous pouvez si vous le souhaitez, vous trouvez que les images sont super, vous pouvez toujours faire un petit don. Hein. Vous pouvez rajouter ici. C'est une personne qui fait son petit boulot assez sympa et qui propose des images de qualité et en échange, vous pouvez contribuer à le rémunérer. Donc ici, on a 3 sites. On a la texture Even, on a HDRI Even et on a 3D Model Even. Au départ, il n'y avait que HDRI Even et il a pas mal évolué entre temps. Donc ici, moi, je vais sur HDRI et ensuite, je vais dans HDRI qui est ici et là, je retournerai sur des images.
Alors il y a une quantité d'images, hein, il y en a un paquet. C'est assez régulier, il y en a 2-3 nouvelles à chaque fois. Alors bien sûr, ça ne ressemble pas du tout à l'appartement de votre voisin, ou en tout cas à ce qu'il voit depuis son appartement, mais ça, c'est autre chose. C'est surtout l'ambiance générale de la lumière qui nous intéresse ici. Donc vous avez toute une série, hein, il y en a vraiment un paquet. Par exemple, je vais prendre celle-ci par exemple, je vais cliquer dessus, vous voyez. Ça, il faut imaginer une ambiance colorée, d'accord, qu'il va y avoir. Imaginez vous en train de regarder par la fenêtre, vous voyez l'ambiance qu'on voit apparaître. Donc cette image, si vous regardez un petit peu sur les boules ici, vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Donc quand elle est en mode réfraction, c'est-à-dire à travers un verre, comment elle réfléchit. En mode réflexion, comment elle apparaît sur une image en miroir. Et ensuite ici vous avez deux matériaux, ça permet de voir un petit peu comment on la retrouve sur les objets réfléchissants. D'accord ? Et comment on la retrouve en général, quelle couleur, quelle ambiance elle est capable de faire dans la pièce. Ensuite vous avez 2-3 autres petits trucs. Vous avez le nombre de EV, donc c'est le niveau de luminosité. Donc 26 de niveau, on peut monter jusqu'à un cran de 26 pour gérer la lumière. En gros, on va avoir une palette de gestion de la lumière avec ça. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Et ensuite, vous avez la taille de l'image. Ça va de 1K à 16K. Concrètement, si vous l'utilisez uniquement pour donner de la lumière, mais pas pour comme image d'arrière-plan, pas besoin d'aller très très loin dans la résolution. Concrètement, si vous prenez une image avec une grosse résolution, vous allez pouvoir la positionner derrière, et plus elle aura une grande résolution, plus non seulement elle sera fine dans son état, mais elle sera loin de votre pièce. Ce qui fait que vous avez une sensation vraiment d'avoir un plateau autour de vous assez large. Moi en général je fais du 4K, je trouve que c'est relativement efficace, ou du 2K, pas besoin d'en faire plus. Donc là je vais télécharger mon 4K, je vais chercher donc image, non je suis pas un bon, voilà, hop, image, HDRI, je vais positionner ça ici, c'est Railway, je ne l'ai pas encore téléchargé je crois, voilà, on va le laisser finir, tac c'est fait. On va aller en chercher d'autres aussi tant qu'à faire. Et on va aller chercher une plutôt nuageuse. Donc je vais aller chercher plutôt dans les skies. Et je vais en trouver une avec une ambiance plus... Celle-là est pas mal, celle-ci. Non, celle-là. Je vais vous montrer une version un peu plus froide. Tiens, je vais prendre celle-ci. Descendre, hop, 4K. C'est là. Clouds. On a pris la Railway et la Cloud Play. On sent les noms un peu poussés, n'est-ce pas? Ensuite, pourquoi pas en chercher une de nuit aussi, tant qu'à faire. Donc on va y chercher, qu'est-ce qu'on a de nuit? Urban Night, voilà. On va prendre celle-ci. Vous avez l'impression qu'elle est de jour, mais c'est bien de nuit, hein. C'est juste que faut voir que la luminosité est assez impressionnante quand on prend une photo totalement propre en HDR. Tac, voilà, j'ai ce qu'il faut. J'attends un petit peu qu'elle arrive, elle a un peu plus de mal que les autres à arriver. Je retourne en attendant dans mon SketchUp et je relance mon calcul. On s'est arrêté à une image avec un ciel et un soleil. Et bien regarde ce que je vais faire. Je vais désactiver le ciel, désactiver le soleil pour avoir une image éteinte puisqu'il n'y a plus de source de lumière. Et ici où je pourrais régler de nouveau le soleil manuel, etc., le ciel, le sol et tout, je vais plutôt aller dans l'onglet d'à côté qui me parle d'éclairage d'après photo. Donc comme on est en français, ça n'a pas forcément un sens. C'est Illumination Based Lighting qui est en quelque sorte Image Based Lighting, si je ne dis pas de bêtises, IBL, Image Based Lighting. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc la possibilité de positionner les images IBL ou les images HDR. Donc vous avez 4 onglets, illumination, arrière-plan, réflexion, réfraction. Si on enlève la réflexion et la réfraction, il nous restera les plus importantes, illumination et arrière-plan. Concrètement, illumination, on y posera l'image qu'on a vue de 25 mégas qu'on a téléchargée il y a quelques minutes pour donner de la lumière. Et si elle est toute seule, c'est elle qui fait à la fois office de lumière mais office d'image d'arrière-plan. Le problème, c'est que quand vous faites un appartement ou la maison de quelqu'un, c'est pas toujours évident de lui expliquer que le jardin que vous voyez, le château que vous voyez, c'est juste pour avoir de la lumière, c'est pas du tout votre paysage. Donc le client va être un petit peu peiné, on va dire, en quelque sorte. Donc on va pouvoir dire, mais attendez, moi je veux cette lumière-là, mais je peux très bien montrer visuellement quelque chose d'autre en arrière-plan.
Donc c'est un exercice pas forcément évident, que tout le monde ne comprend pas, mais concrètement vous avez l'ambiance lumineuse qui est dégagée dans la pièce, l'atmosphère, et puis vous avez aussi ce que vos yeux voient à l'extérieur. Vos yeux peuvent voir quelque chose tout en ressentant une atmosphère différente. Eh bien c'est ce qu'on va pouvoir faire avec TheraRender. Dans Illumination par exemple, on va pouvoir mettre une image, et tout à l'heure on pourra mettre une autre image ou une couleur d'arrière-plan totalement différente, mais tout garder quand même la luminosité. Pour commencer, on va juste cliquer ici sur damier pour aller chercher la luminosité. Hop, je vais donc dans les images, HDRI, et voilà avec toutes mes images. Donc on va prendre Railway, c'est celle qu'on a décidé de prendre au tout début avec un ciel bleu et un champ vert. Je double-clique dessus et regardez, hop, d'un coup, je vois le champ vert derrière, je vois la lumière. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose d'assez simple et efficace. Alors je vais retourner sur le site pour vous montrer la différence entre les différentes... c'est pas celui-là. C'est celui-là. Hop. Je vais retourner sur le site pour aller vous montrer les différentes images d'extérieur qu'on peut trouver. Alors j'avais pris celle-ci, Railway Bridge. Je vais prendre la même, mais cette fois-ci je vais la prendre en 8K. Donc je vais la laisser charger et je vous montrerai quand elle aura fini. Tac. On n'est pas pressé, parce qu'il y a 100 mégas, donc je suis pas couché, on va dire. Donc là, on revient sur notre rendu. Et en attendant, je vous propose de vous montrer une autre image. Donc là, on n'a pas de soleil d'actif. Hein, c'est uniquement l'image d'arrière-plan qui vous donne de la lumière et qui dégage la lumière. J'ai une rotation. Je peux faire tourner de 90 degrés, pourquoi pas. Et là, on a d'un coup l'image qui se promène ailleurs. Pourquoi on n'a plus autant de lumière? Tout simplement parce que c'est plus le soleil sur l'image qui éclaire la pièce. Il doit être de l'autre côté. Donc automatiquement, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup moins de lumière dans la pièce. Je vais maintenant aller chercher une autre image. Donc je vais revenir dans le damier. On avait vu Railway et on a Cloud Display qui est une version plutôt froide et nuageuse. Et là d'un coup, vous avez vu qu'on n'a pas du tout la même ambiance lumineuse qu'il y a quelques minutes. Donc suivant ce que vous avez envie de faire, il faudra prendre du temps pour réfléchir et trouver la bonne image. Alors certains me demandent, quelles sont tes 3 images que tu utilises le plus souvent? Il n'y a pas de règle. Ça dépendra vraiment de l'intérieur et de l'ambiance lumineuse que vous voulez obtenir à l'intérieur. Donc à chaque projet, son image HDR, son ambiance. C'est un travail un petit peu long au début parce que vous allez creuser un petit peu, mais concrètement, une fois que c'est fait, vous avez quand même quelque chose de super efficace qui est proposé. Donc là, cette image-là, peut-être qu'elle est bien, on ne sait pas. Je vais voir si éventuellement je veux voir de nuit ce que ça donne au cas où. Clubney, voilà. Et là on est de nuit. Alors on n'est pas tout à fait de nuit parce qu'elle est trop forte, donc on va demander à la baisser, elle est peut-être pas suffisamment. Donc on va faire 0,5. Voilà, ça devient un peu plus couché de soleil. Si je fais 0,01, voilà. On voit les étoiles dans le ciel est en train de se coucher. Vous voyez, l'ambiance est un peu différente. C'est la lune qui éclaire plus la pièce qu'autre chose. Donc on peut arriver à jouer sur des choses comme ça. Je crois que je dois en avoir d'autres de nuit. Je vais vous montrer un autre type d'image de nuit. Attention au réglage. On était à 1 au départ. Je suis descendu à 0,1. Donc c'est possible que dans la prochaine image, ça ne soit pas du tout le même réglage à faire. Hein. Alors c'est nouveau en mode sauvegarde. Le fichier fait à peu près 100 mégas. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà il fait son petit poids pour la sauvegarde. Voilà. Et là on est de nuit. Vous voyez, de nuit c'est complètement différent. Alors on est de nuit avec une image 4K, donc on a l'impression que les maisons sont dans le jardin, hein, donc c'est un peu rude. Donc il faut imaginer que plus vous allez faire une résolution importante, plus l'image va être fine et éloignée. Démonstration, je vais revenir sur le fameux Railway 4K qu'on a ici. S'il veut bien. Voilà, je vais me remettre à 1. Voilà, ça c'est la lumière de base. Et je vais reprendre la même image, donc vous voyez où on est. On est à 10 mètres des arbres. Hein. Je clique et je décide de prendre la 8K qui est ici. Ah, alors. Eh bien, ça a un tout petit peu changé. À une époque, on pouvait, suivant la taille de l'image, ça faisait un détail beaucoup plus large, donc l'image était un peu plus loin. Maintenant, on n'en est plus tout à fait au même réglage. Donc, bon, c'est pas très très gênant en soi, puisque de toute façon, on n'est pas dans la savane non plus. Hein. L'image ne change plus, elle est juste améliorée au niveau qualité d'image. Voilà.
Mais il y a une époque, vous pourriez avoir, sur les anciennes versions de Render 1.5, on pouvait élargir largement et avoir des images qui étaient plus ou moins proches, suivant la résolution qu'on avait de l'image, tout simplement. Voilà, c'est pas grave en soi, donc vous inquiétez pas trop, ça permet d'avoir une image juste un peu plus fine. Donc moi j'aimais bien la deuxième version qui n'était pas forcément ensoleillée mais qui permettait d'avoir une image de base un peu propre. Après j'en ai peut-être d'autres, je ne me souviens plus, on va aller voir un petit peu. Cap Hill, qu'est-ce que ça tenait déjà? Un petit peu rude, un peu trop soleillé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors j'avais des Sky également, des simples nuages, donc là c'est plus ou moins violent. Hein. Et je crois que j'en avais même certains en studio. Donc ça c'est des images de studio, donc ça marche aussi. Hein. Les studios ce sont celles qu'on va plutôt utiliser, donc qu'on va plutôt utiliser pour les intérieurs. Vous voyez, c'est une image comme ça d'HDRI. Ça a le mérite d'éclairer un peu neutre en quelque sorte. Et il suffit de mettre après votre jardin. Les images de studio, ça peut être efficace aussi. Hop. Donc moi je vais revenir avec celle que j'avais trouvé sympa, qui était plutôt nuageuse. C'était Clouch. Hop. Voilà. Celle-là, elle me convient. Après, je vais voir si je la fais tourner un petit peu, si j'ai plus ou moins de lumière à l'intérieur. Non, tu vois, vous voyez, c'est assez neutre. Donc, on va rester sur cette image. Je la trouve relativement efficace. Peut-être que je peux monter un petit peu la puissance, à voir. Voilà, ça, je peux monter la puissance. La lumière redevient assez naturelle, sans trop cramer le truc. J'ai bien sûr pas suffisamment de lumière depuis le balcon qui est ici. Donc ça, c'est pas gênant, mais c'est important. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter en plus le soleil derrière. D'accord? Et éviter qu'il soit brûlant, donc on va essayer de le faire moins fort. Hop. Et ça permet, voilà, ça permet en plus de rajouter un peu de force à votre intérieur. Donc de nouveau, hein, c'est une image qu'on ne verra pas forcément apparaître. Voilà. Et si je le mets derrière, ça donne quoi? Il n'y a pas de lumière, donc on va le laisser plutôt apparaître devant. Alors, une fois que vous avez réglé ça, globalement, notre pièce, vous voyez, elle ne brûle pas, mais elle est déjà suffisamment très très ouverte, très dégagée, elle a une bonne lumière. Alors, à mon avis, ça va être sur le mur, on voit déjà que le champ est blanc, ça risque d'être assez brutal. Voilà. Donc, on va voir si je me mets en vue du salon, mais depuis l'autre côté, donc il va tourner la caméra. Alors, il risque de faire apparaître peut-être quelques objets en tournant, mais là, je pense qu'il a du mal à tourner. Voilà. Vous voyez ici, donc on voit que de ce côté-ci, cette version de la lumière risque d'être un petit peu brutale. Donc si on veut éviter ça, on peut peut-être calmer un peu le jeu et pas forcément toucher le mur avec le soleil, ou carrément diminuer encore un petit peu plus le soleil. Ou alors peut-être le mettre plus par là-bas. Voilà. C'est pas trop gênant parce qu'il va y avoir la table et tout derrière. Après c'est des réglages. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on peut encore jouer avec 2-3 petits réglages du soleil. On peut retourner donc dans l'onglet de gauche et jouer avec le soleil pour lui dire dans l'intensité, mon coco c'était quand même violent, ça serait quand même bien que tu reviennes à une puissance plus light soleil. D'ailleurs je pense que quand j'ai réglé j'ai dû diminuer l'environnement et pas diminuer le soleil comme un imbécile. Allez. Voilà. On va mettre le soleil 1, ok. Vous voyez que là ça va mieux et on va remettre l'environnement, on avait dit 2. On peut même peut-être le mettre à 3, voire à 4. Ok. Donc là on a le soleil qui vient, on a 4 lumières. Si je reviens sur la scène numéro 2, hop, il tourne. Et voilà, on a de la lumière qui vient correctement. On ne brûle pas le bâtiment, même ici c'est pas trop brûlé encore, c'est encore jouable. Si on ne le sent pas, on n'hésite pas à le bouger un petit peu pour éviter qu'il soit trop au-dessus. Voilà, je pense que ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a réglé ça, on a presque fini notre environnement.
Il manque éventuellement peut-être un peu d'éclairage ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stopper mon rendu. Je vais tourner un petit peu la caméra. Voilà. Et dire il faut que j'ai une source de lumière qui vienne d'ici. Alors comme j'ai pas forcément j'ai pas grand chose, alors peut-être qu'il y a de la lumière qui vient de l'étage, tout ça, on ne sait pas trop, mais vu qu'on n'a pas fait d'étage, on va devoir faire tricher un petit peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un guide que je vais mettre à peu près ici. Hop. Et je vais un peu tricher. Alors la triche, c'est simplement, il ne faut pas faire que ça. Il faut juste en faire que quand vraiment vous n'avez pas le choix. C'est venir ajouter une source de lumière, ici qui va flotter au milieu de la pièce et qui va faire croire qu'il y a de la lumière qui vient depuis le couloir. Donc ça va éclairer un peu l'escalier. Pour faire ça, c'est la deuxième partie de la réglage d'environnement, c'est de créer une lumière artificielle. Pour ça, je vais aller chercher dans les ampoules ici ce qu'on appelle une omni, un éclairage ponctuel. Je vais cliquer dessus, et il va me dire où je vais la placer. Je vais la placer à peu près là, un premier clic, et puis ensuite il y a une direction à lui donner. Alors, c'est une image qui éclaire à 360, donc concrètement il n'y a pas besoin de donner de direction, mais comme il est basé sur le même moule que les autres lampes, il y a une direction à lui donner. On clique, voilà notre sphère. Qu'elle soit partie vers le haut ou partie vers le bas, ça ne changera rien du tout à notre réglage. Si maintenant je relance mon calcul par rapport à ça, ne quittez pas, voilà. Pour le moment, notre lumière ne donne pas du tout d'éclairage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer un petit peu sa puissance. Donc, elle s'appelle TA.Light. C'est un composant. Si jamais vous souhaitez la renommer, parce que vous en avez marre d'avoir TA.Light partout, vous pouvez, mais à condition de bien respecter TA-.Light. Si vous ne gardez pas ça, vous allez perdre le principe de la lampe en elle-même. Mais vous pouvez remettre un nom derrière si besoin. Donc ça se passe dans vos objets, dans les composants, d'accord? Dans info sur entité. Moi, ma lampe, je vais lui dire est-ce que tu fonctionnes. Alors pour que tu vois si elle fonctionne, soit je peux augmenter la puissance qui est ici. Il faut y aller vraiment à fond parce que vous allez voir que 60 watts, ça va pas faire grand chose de plus. Soit vous faites les watts plus l'efficacité en lumens, c'est-à-dire qu'on peut mettre 500 lumens par watt. Et là, on sent qu'il y a déjà de l'éclairage qui apparaît. 60 watts, 500 lumens, c'est correct. Si maintenant ça ne suffit pas et que vous allez en vouloir un peu plus, vous pouvez changer le type de puissance. Soit en lumens, soit en candela, donc c'est des flammes de bougie, soit watts, soit carrément watts en SRM. Je ne connais pas forcément les termes, c'est des termes techniques de lumière. Et concrètement, vous prenez plus loin en bas, plus c'est puissant. La lumière fonctionne. Je vais revenir à 1, vous allez voir que même à 1, c'est encore brutal. Donc voilà, c'est des choses à régler. Peut-être que watt NM c'est un peu trop. Là, c'est déjà pas mal. On éclaire aussi. C'est en 1 watt. Il n'y a pas besoin de jouer sur les efficacités en lumens. C'est assez pratique. Mais 1 watt, bon, il va falloir descendre un peu entre 0 et 1 watt si on veut avoir quelque chose de correct après. Donc, sympa, mais méfiance. Donc, là, j'avais trouvé un bon calibrage. 60 watts. On a une ampoule qui vient de là. Alors une ampoule, ça ne fait pas forcément vraiment la lumière du jour, hein, donc c'est ça qu'il faut, attention, il faut jouer avec les deux. C'est un peu la particularité un peu pénible. Donc si on ne fait pas, j'ai changé, je suis passé entre watt et watt NM, j'ai pris watt SR, j'ai toujours l'efficacité en lumens, mais cette fois-ci, ça serait peut-être pas mal de mettre du 30 watts ou du 10 watts ou 15 watts entre les deux. Alors on a un éclairage, on ne brûle pas trop la truc. Alors c'est la partie difficile, c'est qu'on va la brûler un petit peu, mais comme on ne la voit pas qu'elle est dans notre dos, ça ne me gêne pas. Après on verra si oui ou non, si vous voulez la garder dans une autre scène, si par exemple dans Pers 1 on voit ce mur là, peut-être que votre lampe, dans SketchUp, vous la mettez dans un calque qui correspond à la scène numéro 2, et vous masquez le calque quand vous êtes dans la scène numéro 1. Et on gère autrement avec une autre source de lumière qui vient d'ailleurs. C'est simplement, c'est tout à fait possible. C'est un objet qu'on ne veut pas faire apparaître dans telle ou telle scène. Ensuite, il y a un autre petit problème, c'est que c'est censé être une lumière qui n'est censée que faire une ambiance lumineuse. Elle n'est pas censée faire des ombres. Vous avez vu qu'elle a des ombres. Là, si je prends un peu de recul, je me rends compte qu'il y a des ombres sur le meuble, des ombres sur l'escalier, des ombres derrière. Donc je vais pouvoir aller lui dire, ça serait bien de désactiver ici en bas les ombres. Si j'enlève les ombres, elle ne dégage plus d'ombre. Elle ne fait que de la source de lumière, ce qui est plutôt pratique. Cette source de lumière, je peux lui demander des températures. C'est-à-dire que je peux lui demander, ici en cochant un case, la rendre chaude ou la rendre froide. D'accord? Froide, je peux faire plus froid que ça. Voilà. À vous de voir ce que vous avez envie de faire comme type de réglage.
Alors, en général, entre 4000 et 5000, c'est les ampoules que vous trouvez dans le commerce. 4200, 4300, jusqu'à 5000, c'est des ampoules un peu blanches, orange. Voilà. Vous trouvez ça, 4200, je trouve que c'est pas mal. La puissance, elle est correcte. Et certains vont me dire, mais l'atténuation, ça sert à quoi? Bien, l'atténuation, c'est simplement la capacité qu'elle a à éclairer au centre et puis à s'atténuer très rapidement vers l'obscurité. Si vous changez les réglages, elle peut ne plus se calmer et donc éclairer beaucoup plus brutalement toute une pièce. Ok. Là, finalement, en quelque sorte, ça a permis d'atténuer un petit peu la force de la lumière parce qu'elle est uniforme un peu partout. Et si vous mettez aucun, ben là, vous êtes dans un stade de foot et il n'y a plus de limite d'éclairage. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a plus non plus de sensibilité des arêtes. Donc là, on brûle trop la pièce et on se rend compte que c'est plus très réaliste. Donc attention avec ça. Le but, c'est pas d'aller éclairer là-bas, c'est de juste éclairer un petit peu plus notre perspective de salon. Et si j'éclaire comme ça, hop, on voit que le salon est un petit peu plus éclairé. Éventuellement, je vais dire, ça serait bien si je mets 20 watts, ça donne quoi en 20 watts? Ça bouge un tout petit peu, mais rien d'extraordinaire. Mais au moins, voilà, on sent qu'il y a un peu de lumière qui vient sur le côté. Voilà. Là, concrètement, j'ai réglé mon environnement. Je suis venu lui rajouter une petite ampoule, un point light en artificiel avec des guides, comme je viens de vous montrer, qu'éventuellement je peux ranger dans des calques pour les faire apparaître dans certaines scènes et pas d'autres. Et ma pièce est relativement propre et efficace. Si maintenant je décide de voir un petit peu ce que ça donne, je vais stopper mon rendu. Je vais réafficher donc dans les balises, je vais réafficher les accessoires, le mobilier, l'électricité, les agencements et juste relancer mon calcul pour voir ce que maintenant ça donne avec l'ambiance des pièces. Sachant qu'on n'a pas encore géré les matériaux, on n'a pas encore géré non plus les lumières artificielles et on n'a pas géré non plus la position forcément de la caméra. Et là on se rend compte que c'est plutôt pas mal. Alors on aura encore quelques petits sujets avec le canapé qui est quand même très très sombre ici. Donc on verra comment organiser ça avec soit une ampoule à une autre ambiance un peu différente, soit avec le matériau qu'on va peut-être retraiter pour le rendre plus clair, plus propre. Ok. Ici, ça suffit peut-être pas encore tout à fait, on a de la lumière qui vient de partout, mais en effet on est un petit peu trop sombre. Donc après on peut jouer encore avec l'appareil photo. Votre appareil photo peut dire, mais ça j'aimerais bien l'éclairer plus que le reste. Enfin, plus que le reste. Je voudrais bien rechanger un petit peu mon objectif. Cette fois-ci, dans le rendu, ça va se passer de l'autre côté. Ici, vous avez un onglet, l'affichage, qui vous permet de gérer l'ISO, l'obturateur et l'ouverture relative. En bref, les trois réglages qu'on trouve souvent sur un appareil photo. Il va tout simplement, plus il va être augmenté, plus il va rendre la pièce lumineuse, mais attention, les blancs vont cramer de plus en plus. D'accord? Donc ici, par exemple, c'est bien, on éclaire un peu plus, mais ça commence à brûler un peu le sol, un peu la télévision, un peu ça, mais derrière, on s'en fout, parce que derrière, on a dit qu'on pouvait mettre ce qu'on appelle un arrière-plan. On verra ça tout à l'heure. Donc ça brûle un peu. Donc l'ISO, allez-y avec douceur. On va revenir à 250. Ensuite, on a l'obturateur et on a l'ouverture relative. Alors concrètement, l'obturateur, ici dans ce cas-ci, c'est la vitesse de fermeture et d'ouverture. Donc vous avez les petites ailettes de l'objectif qui s'ouvrent et qui se ferment. Vous l'avez déjà entendu quand vous prenez une photo avec un appareil photo ou avec votre téléphone. C'est très très rapide, c'est très très silencieux, pratiquement pour certains cas. Et ça ouvre, ça se ferme. D'accord? Donc en gros, quelque sorte, plus c'est rapide, plus ça se ferme et ça s'ouvre vite. Ça veut dire que la lumière n'a pas le temps de rentrer dans l'objectif, qu'on a déjà fini la photo. Plus vous allez lentement, plus l'objectif va se fermer lentement. Et donc la lumière a le temps de passer, d'accord, plus rapidement. Je vais donc ici, obturateur, diminuer un petit peu. Ça veut dire que plus je descends, plus il y a de la lumière qui a le temps de rentrer dans mon objectif. Et de nouveau, on rééclaire toute la pièce. Ok ? Donc c'est un réglage à jouer entre l'ISO et le truc. Mais par contre, je ne le brûle pas de la même manière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça ne brûle pas pareil qu'avec l'ISO. L'ISO, c'est très très violent, c'est toute la lumière qui est très forte. L'obturateur, c'est un tout petit peu plus subtil. Bon, ça brûle un peu quand même, hein, donc méfiance. Donc je vais revenir à 150. Et je vais vous parler de l'ouverture relative qui est en dessous. Alors en gros, l'ouverture relative, vous avez donc votre objectif, vous avez des petites ailettes noires tout autour de l'objectif qui s'ouvrent, qui se ferment avec l'obturateur. Et vous avez donc des dimensions, suivant le type d'objectif que vous avez pour prendre des photos très larges, des photos macro, etc. Vous allez changer la taille de ces ailettes, donc changer d'objectif. Et plus les ailettes sont petites, plus l'objectif est grand, et donc de base, naturellement, plus la lumière rentre dedans.
Donc en gros, plus le chiffre ici est petit, plus la lettre est petite, et donc plus de lumière. Plus elle est grande, plus petit est le trou, moins il y a de lumière, mais par contre on est plus précis dans certains domaines comme l'extérieur. Donc ici, ouverture relative, je vais descendre à 2,4. Vous avez vu 2,4. On a éclairé la scène, sauf que là c'est assez brutal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va peut-être descendre un peu l'ISO quand même. Alors j'ai mis 1000, c'était une très mauvaise idée, hein, c'est 100 que je voulais mettre. Voilà. Donc on arrive, c'est un peu délicat, il faut jouer avec les deux éléments en même temps et essayer de régler notre truc. Alors en faisant ça, on se rend compte que, que notre objectif, il pourrait peut-être, enfin notre environnement peut-être n'est un peu trop fort. On était, par exemple, le soleil, on était à 4, peut-être que finalement le soleil, on n'a plus besoin d'être à 4, mais qu'à 2 ou à 1. On arrive à des choses un peu plus correctes. Si je reprends par exemple l'IBL, le soleil, la puissance du soleil qui était à 1, donc ça va. Oui, pardon, j'ai changé l'IBL, c'est ce que je voulais faire. Je voulais mettre à 1 la puissance du soleil, mais il n'y a globalement pas besoin. Et l'environnement, je voulais un petit peu voir si on pouvait le changer un tout petit peu. Donc là, il est à 4, si je le mets à 3, on arrive à éclairer sans trop brûler. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on a quand même encore un problème avec le canapé, mais ça devrait être un sujet un petit peu différent plus tard. Donc ici, on a changé l'ISO, l'obturateur, l'ouverture relative. Vous pouvez jouer sur la luminosité, vous pouvez jouer sur le vignettage. Donc si vous mettez des vignettes, on a une sensation plus obscure sur les côtés, vous avez vu. Donc des fois, ça fait un petit effet pratique si vous voulez éviter de brûler certaines zones, etc. Vous avez la balance des blancs pour donner une ambiance lumineuse à votre pièce. Froide ou chaude, d'accord. Donc alors ce qui est marrant, c'est que les chiffres ici sont inversés. C'est que plus vous montez, plus c'est chaud, plus vous descendez, plus c'est froid. D'accord. Donc ça n'a plus, c'est plus tout à fait le même réglage que celui de la température de notre ampoule. Donc cette ambiance c'est plutôt sympa. C'est un petit peu brûlé, mais ça c'est pas trop gênant. La luminosité on peut augmenter, ou au contraire on peut la diminuer encore un petit peu. Voilà. Pour garder une ambiance lumineuse tout en calmant la couleur des blancs qui est un peu brûlée. Là, dans l'ensemble, c'est une image qui est plutôt pas mal. Peut-être qu'on fera un peu de retouche photo plus tard pour un petit peu améliorer tout ça. Alors, quand vous faites ce genre d'image, donc vous pouvez jouer sur plein de réglages différents. Je vous conseille de tester par chez vous, mais attention, prenez le temps de bien vérifier dans quel réglage vous êtes au départ, parce que c'est toujours un peu compliqué après de vous y retrouver. Ici, vous avez un réglage, donc on est en standard, on peut passer en filmic. Filmic, vous l'avez de temps en temps, c'est assez pratique, ça permet de gérer une autre type d'ambiance de lumière. C'est un peu surprenant, mais ça permet de mater un petit peu les couleurs. Donc là, je vais me remettre à 100%. Voilà. On arrive à régler des choses, c'est du temps, hein. On arrive à régler des choses de plus en plus subtiles. Vous voyez que là, on arrive à avoir plus de lumière dans la pièce tout en ne brûlant pas trop la zone qui est ici. Vous voyez, ça peut être des choses qui peuvent être à faire, à tester. Une ambiance un peu plus jaune, un peu plus sympathique. Donc après, vous voyez, on peut jouer sur plein de petits réglages quand on est en mode filmique. C'est un peu différent de la mode standard. Je joue un peu sur les contrastes en quelque sorte. Donc, suivant ce que vous avez envie de faire, vous pouvez obtenir vraiment plusieurs tons différents. Il n'y a pas de règle, hein. Vous allez vraiment prendre du temps pour faire les choses au fur et à mesure, pour pouvoir régler l'image qui vous va bien. Là, vous voyez que j'y vais un peu à la tâton parce que honnêtement, il n'y a pas de réglage magique d'une image à l'autre, ça peut totalement changer. Vous avez aussi ce qu'on appelle le débruiteur. Alors, débruiteur optics, c'est un truc qui va affiner un petit peu votre image. Alors, étrangement, il ne fonctionne pas toujours sur tous les ordinateurs et il ne fonctionne pas toujours avec le mode Presto automatisé. Donc, quand vous cliquez dessus, on va refaire un test, on va stopper, on va voir s'il va le prendre. Je ne suis pas sûr qu'il le prenne en mode Presto interactif. On va quand même essayer. En gros, il va faire semblant de lisser donc la zone où il y a des grains, où il y a encore un peu, vous voyez, tous les points noirs, c'est du grain. Et à un moment donné, quand il arrive à un certain niveau d'image, il est capable d'adoucir, de faire semblant d'adoucir cette zone. Donc, je ne sais pas s'il va le faire dans ce cas-ci parce que je suis en mode interactif. Et on va voir. Donc si vous ne touchez pas la caméra, que vous ne bougez pas, tout ça, que vous ne changez pas les paramètres, l'image va s'affiner au fur et à mesure. On le voit en bas. Si vous regardez ici, il est en train de calculer à la fois ma carte graphique et à la fois en dessous mon processeur.
Donc les deux sont en cours de boulot. Et avec ça, il est en train d'essayer d'améliorer l'image. Alors Muriel, juste pour toi, en particulier, je t'ai parlé donc des détails. Tu vois ici, j'ai un petit peu chanfreiné le bord de la table, ce qui fait qu'en chanfreinant le bord de la table ou même en chanfreinant le bord du muret, tu sens qu'on ressent la ligne, l'arête, qu'on ne ressentait pas au début, simplement parce que j'ai fait un tout petit chanfrein dessus, ce qui fait que la lumière se tape au-dessus, tape sur le côté et tape aussi en diagonale sur la zone qui nous intéresse. Là, on ne voit pas forcément le débruiteur automatique. Alors, je vais augmenter. Donc ça va pas bouger beaucoup. Alors on va stopper le rendu et là on va se dire bon bah cette image me plaît, je veux faire une image pour sortir à mon client. Et donc ici je vais enlever le mode interactif et je vais lancer le mode rendu production. On lance le calcul. Donc là l'image va être un peu différente, ça m'ouvre la fenêtre parce qu'en gros le calcul va se faire dans cette image et ne sortira pas d'ici. Et donc il va prendre un certain temps parce qu'il va vous sortir l'image comme ça et il va faire le tour. Et il va faire son petit calcul. Donc là, il est un peu plus long, enfin, il est un peu différent la façon dont il calcule, mais par contre, l'image va être beaucoup plus nette à la sortie. Et là, on n'a pas touché au matériau, on a uniquement touché à l'environnement. Je n'ai même pas rajouté de lampe dans la petite ampoule, ni d'image sur le téléviseur, ni d'ampoule de lumière sur les spots. Et je n'ai surtout pas travaillé les vitres, ni les planchers, ni quoi que ce soit. On y est presque. Je vais accélérer un petit peu le rendu pour que... je vais couper la vidéo, je la reprendrai juste après, éventuellement, pour que vous puissiez voir l'image finie. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Je vous ai épargné tout ce temps de travail, j'ai coupé et j'ai remis à maintenant. On a mis à peu près 4 minutes de calcul, donc il est en train de finir là, donc il est en train de faire le ray tracing. Normalement, voilà, non, il est en train de finir là sur le côté et notre image est terminée. Voilà. Donc là, vous avez une petite image sympa. Et on n'a pas encore forcément travaillé, comme je dis, tout ce qui est matériaux et tout ce qui est autres détails et gestion de lumière. Il est possible que quand on aura un peu tout réglé, on revienne à nouveau sur la partie canapé, qu'on revienne un petit peu sur les lumières, on revienne un petit peu sur plein de petits réglages. Mais concrètement, de base, on a déjà fait un peu notre travail ici. On a mis la base pour pouvoir avoir une forme de lumière. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer votre image en cliquant tout simplement sur enregistrer l'image ou le modèle ici. Et vous pouvez l'enregistrer quelque part sur votre ordinateur. Sachant que vous allez aussi pouvoir toucher à tout ce qui est gestion de paramètres d'illumination, etc. Donc, je vais sauvegarder pour vous montrer une petite idée. Toc, je reviens en arrière. On va mettre ça dans le bureau. Je vais faire dossier que je vais appeler T-Render. Hop. Et je vais mettre ça. Je fatigue un petit peu. Je fais n'importe quoi. T-Render. Partie 1. Voilà. Et c'est projet Muriel. Salon 02. Donc après, vous pouvez réouvrir le projet. Vous pouvez donc, quand j'ai enregistré, excusez-moi, je l'ai enregistré en PNG, mais j'aurais pu l'enregistrer dans d'autres formats, comme par exemple en CNT Render ou en Pack Render. Ça permet de le réouvrir plus tard, mais ça c'est un petit peu plus avancé, mais c'est tout à fait jouable. Vous pouvez même l'enregistrer en Photoshop pour avoir plusieurs couches de votre image et pouvoir la traiter, vraiment faire la post-production. Une fois que vous avez réglé ça, comme j'étais en mode production, j'ai même en mode interactif, mais la mode production, vous pouvez retoucher les images après. Là par exemple, un truc qui est assez marrant, que vous n'avez pas quand vous êtes en mode classique, c'est la possibilité de d'ajuster l'exposition. Alors ça marche pas tout le temps, mais il va ajuster, voilà. Bah là vous voyez qu'il a ajusté, mais en fait on n'était pas si mal puisqu'il n'a rien fait de plus au niveau de l'ajustement. Il estime que là on a ajusté l'image et qu'elle est bonne. Qu'il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Mais concrètement, tout ça, ça se règle. Vous pouvez tout changer après s'il y a besoin, c'est pas un problème. Vous pouvez tout gérer. Et vous voyez que là, quand on fait juste l'exposition, on n'était pas si déconnant puisque quand on clique dessus, il ne change pratiquement rien au réglage de base.
Voilà, ça c'était Marie-Muriel, la première partie de notre vidéo. Donc nous avons encore quelques heures de cours ensemble et en même temps j'ai encore 3 vidéos à te mettre en place pour que tu puisses avancer. Le plus difficile a été fait, c'est la partie vraiment mise en place de l'environnement qui est la plus, on va dire, pas complexe, mais celle qui prend plus de temps. Il faut prendre le temps de la faire, tourner, etc. Tourner entre caméra d'un côté et Theatool de l'autre côté, qui est ici, pour vraiment switcher et obtenir une image qui soit de base correcte. Une fois que c'est correct, on va pouvoir s'attaquer à la suite. À bientôt.